Et maintenant, je vais donner la parole à Jean-Michel Bonjean. Vous vous souvenez qu'en 1997, nous avions publié Tombes d'autrefois, c'est-à-dire un catalogue d'un certain nombre de tombes remarquables, ou en tout cas sortant de l'ordinaire dans les cimetières du département du Jura. Nous y avions présenté quelques dalles plates en fonte, mais très heureusement aujourd'hui, le docteur Bonjean va compléter ce premier inventaire des dalles plates funéraires en fonte, et nous allons donc l'écouter maintenant. Merci. Je vais vous présenter, comme vient de vous le dire Claude Brelot, une spécificité jurassienne, les tombes plates en fonte de fer. Ce sont des objets qui sont peu connus, et j'estime que le recensement qui a été fait me permet de dire qu'il y en a autant dans le Jura que dans le reste de la France. Ce sont des objets qui ont été décrits en très peu d'exemplaires en Côte d'Or par Bernard Sonnet, qui en a trouvé une à Lacanche, et qui m'a signalé qu'il y en avait une vingtaine publiées en Normandie dans une communication que je n'ai malheureusement pas encore retrouvée. Ces tombes plates sont donc constituées, voilà, ce sont des tombes qui font environ 2 mètres de long sur 1 mètre de large. En fait, elles font toujours 1,98 m ou 99 et 0,98 99 du fait de la rétractation à la fonte du fer, et qui ont environ 3 cm d'épaisseur. Je les ai classés artificiellement en 3 catégories. On en trouvera qui ont été fondus entre 1821 et 1832-33. Un deuxième groupe a été fondu entre 1846 et 1860. Un troisième groupe, beaucoup plus tardif, a été fondu entre 1885 et 1905. Les techniques de fabrication, on a très peu d'informations à leur sujet. On ne sait pas comment elles étaient fabriquées. Certains documents semblent évoquer un moule en bois sur lequel on gravait des lettres qui permettaient d'identifier la personne, le défunt, et d'écrire l'épitaphe. D'autres documents font apparaître des modèles de gravure en étain ou en zinc, selon les époques. Mais on n'a pas d'informations fiables. Il y a une belle publication qui a été faite sur les fontes de Haute-Saône, que vous trouverez en ligne, mais qui ne parle pas des tombes plates, puisque la fonderie en question ne fabriquait pas de tombes plates. On sait qu'elles étaient vendues environ 150-160 francs l'une grâce à l'inventaire de Baudin, et que chaque lettre coûtait 3 francs. Mais c'est dans la deuxième partie du XIXe siècle. Mais ces renseignements sont assez pauvres. Il y a effectivement 2 éléments bibliographiques importants les concernant. Le premier, c'est, comme vous l'a dit Claude, le volume de Tombes d'autrefois, qui avait été établi par la Société d'émulation, par plusieurs membres de l'émulation sous la direction de Claude Isabelle Breton, et un très beau travail fait par Bernard Bichon à différentes reprises au sujet de Baudin, avec en particulier une publication de 2002 de très belle qualité, malheureusement introuvable et épuisée depuis longtemps. Dans les catalogues techniques de vente qui nous sont parvenus, on ne trouve pas de modèle de tombe plate, sauf un exemplaire dans le catalogue Baudin, mais ni dans la maison Saint-Ève et les Maillards de Besançon, qui est un fournisseur important de fonte en fer, ni dans le catalogue Bretillot, on ne trouve trace. À titre archéologique, alors je vous signale, mais ça n'a rien à voir bien évidemment, cette vieille tombe de Charchillac qui date du XVIe siècle et qui est peinte en pierre, qui n'est pas en fonte bien évidemment, mais qui présente, j'arrive pas à bouger la souris, mais enfin peut-être que ça doit marcher, non ? Au niveau des faces et des mains et des écus, des réserves qui ont été laissées, qu'elles arrivent, voilà ici. Vous avez donc au niveau des visages, ainsi
que des écus, des réserves dans la pierre qui étaient destinées à utiliser des éléments en métal, probablement d'ailleurs en cuivre plus que dans un autre matériel. La première tombe sur laquelle j'attire votre attention est dans le cimetière de Poligny. Ce n'est pas celle qui est au premier rang, c'est celle qui est à l'arrière-fond, qui est ici. Alors, je vous la présente pour deux raisons. D'abord parce que c'est un monument rare. Il y a bien sûr la plate-tombe, mais au-dessus de la plate-tombe, il y a une borne funéraire en fonte aussi, individualisée et gravée, qui est donc celle de Étienne Monnier, et avec tous ses titres, ancien magistrat, chevalier de la Légion d'honneur, etc. Et c'est le maître de forge de Baudin, celui qui avait épousé Adélaïde Jovet. J'attire votre attention sur l'épitaphe qui est très caractéristique des Monnier. Sa vie chrétienne fut un long dévouement à son pays, à sa famille, à ses ouvriers et aux pauvres. Priez pour lui. C'est un type d'épitaphe assez fréquent dans l'époque, mais enfin qui est intéressant. Donc c'est celle du fondateur des forges de Baudin. La tombe plate est celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Elle n'a pas besoin d'inscription puisqu'elle est simplement chargée d'une croix et d'un feuillage de lierre que vous avez de chaque côté, et puis un petit bouquet de pensées en bas. Dans le premier groupe des tombes dont je vous ai parlé, donc celle des années 1821-1832, nous allons commencer par le pont du Navois. En fait, ça, vous reconnaissez l'église, qui n'est pas celle de Pont du Navois, mais qui est celle de Menet-la-Ville, qui était la paroisse de Pont du Navois à l'époque. Je vous emmène au début, donc, à l'arrière de cette église. Voilà, dans cette partie-là, la partie la mieux exposée, bien sûr, au soleil de l'Est et au beau temps, à côté des tombes de prêtres, vous avez là les tombes des prêtres, et vous avez à côté une série de 5 tombes en fonte de fer, que vous connaissez sûrement, peut-être. 3 datent des années 1821-1830, et ces deux-là datent des années 1850-1860. Donc, les premières tombes, c'est celle donc, du maître de forge de Pont du Navois, Jean-Claude Olivier. Alors, je vous ferai voir la sobriété de l'inscription, qui évoque tout à fait les plaques de cheminée de l'époque. On voit bien que c'est un peu la même fabrication, la même technique de fabrication. Vous remarquerez quand même l'aspect sincère et spontané de l'inscription, avec des belles initiales en italique, et un texte relativement sombre. À côté, vous avez la tombe de son fils. Alors, son fils, c'est Lupicin Olivier, qui lui a une mort épouvantable puisqu'il est tombé était broyé par ses machines dans la forge en 1830 alors qu'il était très jeune. Les Olivier était une famille installée depuis 1760 à Pont-du-Navois où ils géraient les forges de Pont-du-Navois. Ils étaient donc employés, une sorte de gérants des Morons, et les Morons ont vendu les forges de Pont-du-Navois aux Olivier vers 1825, je crois. Donc, Lupicin Olivier venait d'acquérir les forges à son nom lorsqu'il est mort. La troisième tombe est celle de l'épouse de Jean-Claude et de la mère de Lupicin, toujours avec les mêmes techniques très élégantes, vous voyez, avec ces initiales qui sont fabriquées à la main, à l'évidence, le P de Pont-du-Navois. L'inscription précise tout à fait l'identité des personnages. Elle est morte en 1823. Donc là, on a un premier groupe qui va être un peu à part des tombes que je vais vous montrer plus tard. Dans ce même enclos, pas un enclos d'ailleurs, ensemble de tombes de Pont-du-Navois, vous allez trouver la tombe donc, de la veuve de Lupicin, qui a repris l'affaire et qui a d'ailleurs très bien mené, qui va mourir en 1856, et celle de leur fils,
Joseph Lupicin, oui, qui va lui décéder en 59 assez jeune. Vous remarquez tout de suite que la fabrication de ces tombes est tout à fait différente et qu'elle est de façon beaucoup plus industrielle. Ce sont des tombes dont on sait qu'elles ont été fabriquées, elles, à Baudin, et parce que Bernard Bichon a retrouvé la facture de transport de ces tombes. Léo Olivier, donc, était gérant des forges. Je vous montre quelques images qui sont connues. Il résidait, pour les premiers, dans la maison de maître de forge de Pont-du-Navois. Se confie à la Vierge. Regardez ces petits personnages lorsque les deux Olivier se marient, les deux derniers Olivier, ils annoncent, ils légalisent l'existence de deux enfants, une fille et un garçon. Et je pense que nous avons là donc la fillette et là le garçon qui était plus jeune. Ce garçon est celui dont on voit la tombe en 1859 derrière l'église de Monet-la-Ville. Alors, abordons le deuxième groupe des tombes, c'est-à-dire les tombes des années 1846-1860. Elles sont très semblables. Vous avez là, si vous les connaissez aussi, je pense, ces deux tombes qui sont dans un enclos à l'entrée de l'église de Château-Chalon. Vous avez là la tombe donc de Marie-Thérèse Monnier, qui était donc la femme d'un autre Monnier, que nous allons voir tout à l'heure, qui va mourir en 1846, avec la tombe est uniquement une tombe plate. La borne qui était sur celle de son frère Apollini n'existe pas, elle est incluse dans la tombe plate, et il y a simplement donc le décor habituel, le socle recouvert d'une branche de lierre, l'urne coiffée d'un voile, qui indique donc l'urne funéraire, JMJ pour Jésus-Marie-Joseph, je pense, toujours un aspect très chrétien, et puis au-dessus, donc, un décor de feuillage. Vous avez une deuxième tombe à côté, qui est celle de son mari, donc qui est M. Monnier. Alors lui, c'était Joseph Monnier, qui était le frère de la tombe que je vous ai montrée à Poligny, ancien officier du bataillon du Jura, je ne sais plus, qui meurt en 1848, 2 ans après sa femme, à l'âge de 49 ans. Priez pour lui. Même décor, on a l'impression que ces deux tombes ont été faites en même temps. Eh bien non, la facture de 1846 de Madame est différente de la facture de 1848 de Monsieur Monnier. Et ces gens-là, donc, c'est la branche du Monnier de Baudin, bien évidemment, et d'une carrière militaire, comme leur gendre, qui est Planté, qui était un officier militaire, leur fille Eugénie épouse M. Planté, et c'est leur petit-fils qui est le peintre Planté, bien connu, qui a ce très beau tableau dans l'église de Montmoreau. Ces gens-là résidaient à Montmoreau avant d'aller à Dijon. Ce modèle de tombe, on va le retrouver sur un troisième personnage de la famille Monnier, qui est la sœur aînée de celui que je vous ai montré à Poligny, avec une tombe de même type, exactement, Madame Simone Félicité Monnier, veuve de Théodore Ponsard. Alors ça encore sont des personnages importants, tous ces gens-là étaient maires de Poligny, conseillers généraux, conseillers départementaux, etc. Et Madame Monnier fait bien préciser sur sa tombe née aux Blanches, comme son frère, elle indique le lieu de naissance. L'inclusion des Monnier
aux planches, et ils en étaient très fiers. Et apparemment, elle remontait à longtemps. Eh bien, allons justement aux planches. Vous avez ce cimetière qui existait déjà en 1923. Je vous fais voir simplement la porte qui évoque, à mon avis, une fonte aussi de Baudin, une belle fabrication. Dans ce cimetière, vous allez trouver une tombe familiale qui représente une tombe en fonte, qui contient une tombe en fonte, une tombe en pierre et quelques éléments décoratifs en fonte. Intéressons-nous à la tombe en fonte. C'est celle de Marc-Hippolyte Houdet, propriétaire, décédé aux planches le 30 août 1832. Là encore, le même type d'épitaphe que celle qu'on rencontre chez les Monnier, avec insistance sur leur générosité et sur leur foi. Alors, qui était ce Marc-Hippolyte Houdet, propriétaire aux planches? Eh bien, il avait hérité d'une Monnier qui était sa mère. Donc là encore, on a un lien direct avec la famille Monnier. D'autant plus intéressant que vous voyez apparaître ici le nom de Houdet, alors que la génération suivante, je ne l'ai pas cité, mais on voit apparaître un nom lédonien dont le nom m'échappe, Humbert. Et ces alliances des Monnier des planches à montagne, avec des familles comme les Humbert, riches commerçants de l'Eau-Saunier, qui étaient aussi des gens de droit, des hommes de loi, ou avec les Houdet, qui étaient aussi une fortune considérable. La famille Houdet, c'est celle de Villeneuve-sous-Coulon, qui va s'éteindre dans les Boulatiniers, donc au Conseil d'État, enfin la carrière considérable. Donc les alliances des Monnier bourgeoises étaient des alliances déjà considérables avec des familles bourgeoises importantes. C'est pour ça que Claude-Isabelle Boileau avait dit dans ses grands notables du Premier Empire que c'était manifestement la famille bourgeoise jurassienne qui avait eu le plus d'influence. Et je pense qu'elle a tout à fait raison. Mais non seulement au XIXe siècle, mais déjà plus tôt. Je le dirai tout à l'heure pourquoi je le pense. Alors, arrêtons-nous 2 minutes sur les modèles plus standardisés, où là, on a une urne qui correspond à tout le monde, et on a simplement soudé pour individualiser la tombe, la plaque de la personne qui est inhumée, qui sont les autres membres de la famille Houdet, Guillot, etc. En passant peut-être cette plaque aussi individuelle qui évoque, vous voyez, une urne entourée d'un serpent, ce qui est un peu curieux pour un monument funéraire, mais en fait c'était un médecin. Guillot était médecin, donc je pense que c'est un clin d'œil à sa profession. Revenons au Monnier. Si vous allez dans la belle église là où nous sommes, là, de Chapelle, les planches en montagne, merci. Dans la belle église des planches, eh bien, vous trouverez aussi là toute la généalogie des Monnier représentée sur une plaque funéraire en souvenir d'une chapelle qu'ils y avaient fondée. Une belle église avec un très beau mobilier que je vous invite aussi à visiter si un jour vous en avez la possibilité. Et vous voyez donc les Monnier, ceux qui ont laissé leur trace, c'est essentiellement Basile Monnier, qui était le personnage important, qui était le père d'Étienne Monnier, et qui avait un frère, Pierre, je crois, et c'est les enfants d'Alexis Monnier, enfin, ce sont toute une généalogie de gens qui ont établi leur fortune déjà avant la Révolution. Et on trouve dans les documents de 1790-91, au moment des ventes de biens nationaux, des listes de propriétés et de parcelles sur les planches en montagne, assez nombreuses, qui sont mises hors des suppressions de biens nationaux. Donc on a bien la précaution de les mettre à part en disant ça appartient au Monnier, on n'y touche pas. Il y avait donc 2 frères Monnier qui étaient déjà importants aux planches, et il y avait aussi 2 autres frères Monnier, leurs cousins, qui étaient à Cirot, on verra peut-être tout à l'heure. Intéressons-nous quand même rapidement à l'Eau-Saunier, à la belle tombe de la famille Higuenel. C'est cette tombe-là qui est la seule tombe en fonte, les autres sont en pierre. Alors, pourquoi ce monsieur Higuenel? Vous voyez, c'est le même modèle exactement, et c'est les 2 seuls que j'ai repérés concernant, donc, possédant une borne séparée de la plate-tombe. La borne elle-même, peut-être on est un peu en arrière, voilà, évoque donc le souvenir
d'un personnage intéressant, Claude Ligonnel, né dans le Cantal, négociant à Lons-le-Saunier, après avoir épousé Marie de Morée, qui était la fille d'un épicier sur les Arcades, qui avait fait un commerce considérable, et notre ami Ligonnel, qui est arrivé avec son baluchon sur l'épaule comme migrant à Lons-le-Saunier, à la toute fin du XVIIIe siècle, a établi une belle fortune dans son magasin de fer et de fonte de la rue Lafayette, où il vendait les fourneaux, les casseroles, les gamelles fabriquées à Baudin. Les liens entre Baudin et Ligonnel sont là encore attestés. On va aller jusqu'à Fort-du-Plane et je vous invite à vous arrêter quelques instants sur la tombe Charton. Nous abordons ainsi le troisième groupe des tombes en fonte. Dans cet enclos qui lui date du XXe siècle, à l'évidence, c'est pas de la fonte, c'est des Chartons. Avec la stèle de la maison Charton, qui évoque la famille qu'il a élevée entre 1905 et 1927-28. Vous trouverez deux tombes en fonte que vous connaissez peut-être parce qu'elles sont tout à fait remarquables. La première est celle, donc, en souvenir, et celle donc élevée en souvenir de la famille Charton, mais très tardivement. Madame Charton est morte en 1902 et son mari est mort en 1905. On sait que la tombe de 1902 a été fabriquée à Baudin parce qu'on a la facture du transport. On ne sait pas où a été fabriquée la tombe de 1905. Je vous ferai simplement remarquer le modèle qui est un modèle des années 1900 avec cette petite marguerite qui est celle qu'on trouve sur les tombes en pierre fabriquées à Granceau, celle de Lons. C'est plus du tout le modèle des tombes initiales que je vous montrerai, dont on aura un exemple tout à l'heure. Et là, on a pris la précaution de fixer sur la tombe de l'épouse, la famille a fait fixer aussi l'éloge du mari. Ces gens-là étaient assez fiers d'eux. Sur l'épitaphe, il est marqué successeur des forges de sous le sceau à la mémoire d'eux. Effectivement, la tombe d'à côté est la tombe de la famille Touvray. Alors, c'est une tombe qui est unique, bien sûr, mais qui est en trois parties. Elle présente le souvenir d'Étienne Touvray, qui était, je ne sais plus si c'est Étienne, ça fait rien, Emmanuel Touvray, oui, qui était fondateur donc, des forges de sous le sceau. Vous avez son épouse, Lémonet, épouse d'Emmanuel Touvray. Elle décède, elle, en 1838. Et lui décède, était mort déjà avant, il était mort en 1811. Mais cette tombe présente aussi l'inscription, que vous ne verrez pas facilement parce qu'elle était sous l'eau le jour où j'ai pris la photo, de leur petit-fils, Ambroise Touvray, qui est mort à 19 ans et qui était aussi forgeron. Et elle présente bien sûr l'intérêt de montrer les outils du forgeron. C'est quand même assez exceptionnel, c'est tout à fait unique. Je ne peux pas m'empêcher de vous montrer à ce moment-là la photo des ouvriers des forges de Baudin, qui sont ceux qui ont probablement fondu celle de 1905 avec leurs outils, leurs tabliers de cuir et derrière ce qui était nécessaire, je pense à la fonte, une très rare photo de Baudin qui est intéressante. Dans ce même cimetière de Fort-du-Plane, alors, donc, ce que nous avons vu jusqu'à présent, c'est intéressant parce que c'est rapport aux forges, bien évidemment. Les forges elles-mêmes de sous le sceau ont disparu en 1850, donc en 1905 et 1902, on prend la précaution encore de rappeler le souvenir des forges antérieures. C'était un élément fort dans leur mémoire. Et ce sont aussi des tombes qui ont un caractère mémoriel indiscutable. Donc dans ce même cimetière de Fort-du-Plane, il y a une tombe de prêtre. Alors là, elle est complètement différente. Si on s'y arrête 2 minutes, c'est celle donc évoquant la mémoire de Joseph Robert. Robert était prêtre de Fort-du-Plane.
Il meurt, lui, en 1848. La tombe est commandée à Baudin, on en a encore la facture du transport, par un de ses successeurs, en 1832-33, qui exige qu'on mette sur la tombe un quatrain à l'ombre de la croix, repose, etc. Donc, un souvenir religieux assez fort, d'ailleurs, de la cléricature de Fort-de-Plane vers 1830. Elle est intéressante parce qu'en même temps qu'ils avaient commandé la tombe, ils avaient commandé aussi donc l'entourage en fonte et la croix qui la surmonte. Ça, c'est l'inscription dont je vous ai parlé tout à l'heure. Le décor lui-même le présente comme c'est un prêtre, un calice avec une hostie radiée, et puis le serpent du diable qui est écrasé par le calice de façon très symbolique. Comme je ne veux pas vous montrer que des tombes, je vous montre en passant la résidence du curé Robert, donc qui s'était fait construire en 1825, ce petit presbytère qui, dans le village, est marqué quand même par son fronton et ses 3 marches d'escalier qui lui donnent l'aspect autre qu'une simple ferme, la cuisine, le salon, les chambres, et la grange, ainsi que l'écurie pour la vache du curé Robert. Ceux d'entre vous qui se souviennent des publications de Colette Merlin sur les presbytères, verront la différence de technique entre un presbytère du XVIIIe siècle tel qu'elle nous les avait présentés et celui du début du XIXe siècle qui n'est pas inintéressant. Au dos de ce presbytère, vous avez encore ce panneau de Tavaillon en bois qui protège contre les intempéries. Il faut le voir parce qu'il n'y en a plus beaucoup. La cave, le curé avait une cave, et il avait un petit jardin, ce qui va bien avec son statut social. Restons dans la même région et allons à Foncine-le-Bas. Foncine-le-Bas, vous avez là encore une tombe du même type que celle que je vous ai montrée pour les Monniers, mais qui représente un prêtre. Là, on a Pierre-Marie Martin, mort à Saint-Claude, 1860, chanoine et vicaire général honoraire, âgé de 66 ans. C'est un personnage important dans l'Église. Donc, il avait été supérieur du petit séminaire de Nozeroy, il avait été fondateur du grand séminaire, supérieur du grand séminaire et supérieur des missionnaires. Donc, c'est un personnage important qui est très proche de l'évêque, bien sûr. Et pourquoi il n'a jamais été curé, bien sûr, de Foncine. Pourquoi ça tombait là? Probablement par ses liens avec la famille Monnier, puisque on va retrouver, il est de la même génération que Monseigneur Monnier, qui était évêque, et il a dû avoir comme élève Don Gréa, qui a été au séminaire, je pense, lorsqu'il était responsable. Dans ce même petit cimetière, une tombe curieuse qui est celle d'un commissaire-priseur parisien qui est originaire de Foncine et qui vient y mourir en 1875. Même type de tombe, fondue là encore à Baudin. Les Cordiers étaient des gens très liés à l'Église. Revenons à Lons-le-Saunier, si ça ne vous ennuie pas, où on abordera toujours, on est toujours dans ce troisième type de tombe, et intéressons-nous à la tombe de Claude Coiffier, Claude-Pierre Coiffier, et de sa femme Louise Baroudel. Alors là, on a affaire à des gens très différents. Les Coiffiers, c'est des gens originaires de Saint-Claude, une famille méritante d'ailleurs, qui est partie d'une petite ferme et pour s'installer et profiter de l'extension de l'administration jurassienne au début du XIXe siècle. Lui était inspecteur d'assistance publique, son frère était directeur de l'octroi. Ce sont des gens qui ont fait partie de la bourgeoisie, de la moyenne bourgeoisie, de la petite bourgeoisie. Cette tombe est intéressante parce qu'elle présente donc le souvenir de sa femme, dont on sait qu'elle décède en 1886 à 84 ans. En revanche, lui, bien évidemment, il n'y a pas sa tombe. Il est né en 1809, mais il est décédé le et s'est laissé en blanc. Donc c'est probablement lui qui, en 1886, a commandé sa tombe pour son épouse. Et on n'a jamais pris la précaution de compléter au moment de son décès. Vous remarquerez que cette tombe est faite, une tombe plate aussi, mais elle est faite en deux éléments différents.
Alors, je pense que l'élément du bas était destiné peut-être à être refondu à son décès à lui pour inscrire justement son souvenir. À moins que, parce qu'on a quand même une signature intéressante sur cette tombe qui apparaît ici, G. Antoine, fondeur à l'Os-de-Saunier. Alors ça, c'est un personnage très mystérieux parce que nulle part, je n'ai trouvé la trace d'une forge, d'une fonderie de fonte à l'Os-de-Saunier. Cette famille Antoine, on la connaît au XIXe siècle, mais je ne suis pas certain que ce soit de la même famille. Ce Georges Antoine était apparenté aux Antoine que nous verrons, qui existent plus tard. Toujours est-il que cette tombe est intéressante, elle est originale, petit bouquet de pensée, et puis simplement les équations avec des fleurs. C'est une tombe d'ailleurs qui est actuellement coincée entre une tombe neuve qui vient d'être refaite et une tombe qui est en ruine, et j'ai peur qu'un jour elle disparaisse, et on a des gros problèmes pour protéger les tombes funéraires, je vous dirais peut-être pourquoi. Continuons à nous promener, remontons à Chaudet-Crotenay, si vous voulez bien Chaudet-Crotenay. Dans l'église de Chaudet-Crotenay, vous trouverez 3 dalles funéraires qui ont été redressées et qui ont été installées à l'intérieur de l'église. Vous avez là la tombe du curé Blondeau, une tombe qui a été installée vers 1830, alors que le curé était mort en 1812, je crois. Et l'épitaphe est intéressante parce que on y signalera son zèle, fidèle à Dieu, à l'Église, au roi. Il aima son peuple, il en fut aimé, il conserva dans la foi, malgré la persécution dont il avait été l'objet. Donc en 1832, on prend la précaution d'évoquer la mémoire du curé Blondeau, mort 20 ans auparavant. C'est un de ses successeurs, soit celui-là, soit le suivant, qui a commandé la tombe, et qui a pris la précaution aussi d'avoir la sienne. Ça, c'est celle du curé Perrier, qui lui meurt en 1895, et du successeur du curé Perrier, qui a fait aussi le curé Lacroix, qui lui aussi a fait fondre sa tombe, il meurt en 1898. En passant, je trouve une petite réflexion sur ces tombes, c'est leur caractère mémoriel. Celle de 1830 rappelle la persécution. On est à une période où l'Église veut effacer le souvenir de la déchristianisation de la Révolution et travaille beaucoup à installer des missions et à rechristianiser la région. L'époque de 1895-98 est celle où la République s'installe et où l'Église est très inquiète et a peur des spoliations qui viendraient. C'est l'époque où on voit aussi dans les églises beaucoup d'inventaires de sécurité pour bien faire la liste de ce qui appartient à l'Église. Est-ce que la République ne doit pas lui voler? Dans ce même petit cimetière de la Chaudet-Crotenay, on trouve une deuxième tombe, celle de la famille Libaud-Billot, qui elle aussi est signée, sur la photo suivante, qui elle aussi est signée Georges Antoine. Voilà, avec donc la petite signature. Antoine, je ne sais pas si je vais photographier, elle est là en bas. Donc la même photographie, la même signature que de ce fondeur lédonien bien mystérieux dont je ne connais pas l'existence. Un petit arrêt aussi à Sirop parce que le site est beau, c'est le nouveau cimetière qui est installé en 1900 à côté de la chapelle de Lille, au bord de la rivière, pour une tombe familiale, là encore, élevée par les Marguiers au XXe siècle, et qui prend la précaution d'inclure dans le tombeau familial 2 dalles funéraires avec des dates beaucoup plus anciennes, 1828-1840. Alors, intéressons-nous à la première. Donc la première, Sigy, là encore atteste beaucoup l'importance des meuniers. Ce sont les corps, dessous vous trouverez les corps de Basile et Joseph Monnier, frères, anciens avocats au Parlement de Besançon, leur père, aussi avocat, leur mère, leurs frères et sœurs. Donc on a une tombe là encore typiquement mémorielle, qui, commandée par
par les gens du XXe siècle, ou peut-être ramenés de l'église, du cimetière de l'église en 1900, rappellent le souvenir de gens qui sont morts en 1828. Je vous avais parlé du modèle caractéristique des tombes anciennes de Baudin. C'est l'occasion de voir la petite ligne de feuillage d'eau qui sert de bordure, et la petite tulipe aux équations. Donc en 1900, on prenait la précaution encore d'installer dans la tombe familiale une tombe de 1828 ou de 1842, puisque c'est la date du décès de Genet, donc du docteur Genet, personnage important, lié là encore au Monnier, puisqu'il en avait épousé une descendante. Alors ces gens étaient propriétaires de moulins, je ne sais pas si c'est leur moulin, mais quelqu'un le dira peut-être, si c'était le moulin des Mariés, c'est un des moulins de Sirop en tous les cas, et ils étaient propriétaires du château de Guy de Vadeville à Sirop, donc là encore des gens qui avaient descendants des Monniers et eu une carrière et une fortune assez considérable. Voilà, donc alors j'ai terminé sur la présentation que je voulais vous faire. Donc j'aimerais en conclusion évoquer d'une part sur l'importance de la famille Monnier, parce que toutes ces tombes sont soit reliées au Monnier directement ou indirectement, soit des tombes ecclésiastiques. Ça c'est curieux, on a plus du tiers des tombes qui sont des tombes ecclésiastiques. Ça interroge quand même un petit peu. L'importance de la famille Monnier, lorsqu'on fait la carte que je ne vous ai pas montrée, la carte de l'implantation de ces tombes, parce qu'il y en a d'autres, il y en a à Moret, à Morbier, il y en a à Siam, enfin on en a toute une série d'autres, je vous ai fait simplement un petit choix. L'importance de l'installation de ces tombes couvre un territoire qui s'étend depuis Célières jusqu'à Moret, exclusivement. Et on peut se demander si l'arrondissement créé à la fin du XVIIIe siècle, au tout début du XIXe siècle, de Poligny, n'a pas été, consciemment ou inconsciemment, installé en pensant à l'influence de la famille Monnier, qui était quand même beaucoup plus considérable qu'on peut l'imaginer. Encore plus considérable qu'on peut l'imaginer. Effectivement, pendant tout le XIXe siècle, on trouve comme conseiller cantonal, comme conseiller général, départemental, comme maire, comme député, des membres de cette famille. Et c'est frappant de voir à quel point ils ont été importants pour gérer cet arrondissement de Poligny. Même Moret, qui n'appartient pas à l'arrondissement de Poligny, envoie comme conseiller d'arrondissement à Saint-Claude un maître de forge. Donc en fait, je pense qu'ils avaient, consciemment ou inconsciemment, je ne peux pas vous le dire, mais qu'ils ont un rôle considérable pour privilégier l'exportation des fontes et des fers depuis le Jura jusque dans la Suisse, en privilégiant la route de Champagnole, de Morbier, de Moret, pour aller en Suisse, au détriment de la route de Saint-Claude. Et ceux d'entre vous qui ont écouté la conférence la dernière fois sur le percement de la Faucille, je pense que si la Faucille, la route de la Faucille n'a jamais été privilégiée au XIXe siècle, eh bien je pense que la famille Monnier y est pour quelque chose. Elle voulait profiter du centre d'activité qui était le leur et qui mobilisait beaucoup de personnes. Alors, je vous invite, si vous avez encore 2 minutes à m'écouter, je vous invite à aller visiter d'une part le cimetière de Baudin, pour ceux d'entre vous qui ne le connaissent pas, et je ne sais pas si beaucoup de vous le connaissent. C'est un charmant cimetière, celui bien sûr des ouvriers de Baudin, qui est installé derrière le château. Il comporte toute cette série de petites dalles qui ne sont pas des tombes plates. Je ne sais pas si dans la chapelle de Baudin il y a des tombes plates en fonte, je ne pense pas, peut-être en bronze, mais les ouvriers avaient droit à leur croix et avec leur plaque individualisée. Et dans ce cimetière très romantique, assez abandonné, vous trouverez toute cette série de petites tombes individualisées. Donc, allez, à l'occasion, c'est un lieu de promenade qui est tout à fait intéressant. Profitez-en parce que je pense qu'il va disparaître un de ces jours. Les tombes qui se sont effondrées, on a installé sur le mur les plaques des gens décédés.
on peut passer. Alors, autre lieu de promenade que je vous recommande aussi, c'est le cimetière de Arbois, le vieux cimetière d'Arbois. Alors, qui lui est tout à fait intéressant parce qu'il est rempli d'éléments en fonte, mais aucun ne vient de Baudin. Tous ces éléments-là ont été fabriqués à Besançon. Et ça montre bien l'importance, donc en revanche, il y en a énormément. Voilà un modèle Saint-Thème, il y en a énormément, et elles sont encore en place, donc allez à l'occasion les visiter. Enfin, dernier élément sur lequel j'attire votre attention sont les médaillons. Médaillons en fonte, ceux-là viennent probablement de Baudin, c'est ceux du général de Vernois à Lons. Le général de Vernois avait épousé, je pense, sa cantinière, à qui il a trouvé un blason ultérieurement et une origine noble. Il faisait bien au milieu du XIXe siècle, et il a fait faire des petits médaillons avec le blason à Baudin. Et puis enfin, parce que vous ne pourrez pas le visiter, je vous montre cette charmante chapelle privée qui est dans une propriété des Jurats, qui est une belle fonte de fabrication au XIXe siècle. Mais j'attire votre attention sur ce médaillon qui représente donc la mémoire de Louis-Étienne de Sceaux. Pour ceux d'entre vous qui avaient vu l'exposition de Sceaux au Carcom et du musée, il y a 2 ans au Carcom, ça vous dira quelque chose, puisque c'est la même famille, et le blason donc des Sceaux, et cette propriété a appartenu à une dame Jovet, et donc la boucle est bouclée en quelque sorte, puisque les meuniers au Jovet, on a bien sûr des liens directs. J'ai été long, je vais m'excuser, je vous remercie.